Avant de partir ensemble dans le département de l'Aude pour en découvrir les tours, les détours et les plus belles spécialités, on va se poser notre question d'été qui impacte largement la vie de nous tous. Et quand je dis nous tous, c'est pas seulement les Français, du monde entier, de toute l'humanité. Le rapport du GIEC a été rendu. Est-il aujourd'hui trop tard pour sauver le climat? Soyons clairs, pour sauver le climat. Que disent les twittos, Éléonore, sur le sujet? Un petit peu plus d'optimistes, 42% donc de non, sur est-il trop tard, et donc 58% de oui. Bah écoutez, on va essayer de faire influer un petit peu sur ce sondage minute. Alors, inutile de vous dire que tout le monde s'est rendu compte, parce que c'est visible, du changement climatique qui a lieu. Là, ça prend des proportions même incroyables pendant cet été où l'on est entre le feu et l'eau depuis le début du mois de juillet. Des températures jamais observées. Nous avons en ligne ce matin avec nous Gilles Ramstein, qui est directeur de recherche au CEA et au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bonjour Gilles Ramstein, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, enfin un petit résumé de ce que dit le rapport du GIEC? Oui, je vais vous faire tout de suite. Juste une petite remarque. Il ne s'agit pas de sauver le climat. Le climat, il n'y a pas besoin des hommes. Il s'agit vraiment de sauver l'humanité. De sauver l'humanité avec les changements climatiques. Ouais, alors d'accord, ok. On reformulera. Mais je réponds à votre question. Et comme vous l'avez aussi dit, tout le monde ressent le changement climatique. Et donc, on est tous à peu près au courant pour différentes raisons, que ce soit les sécheresses, les inondations, un certain nombre d'événements extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce nouvel assessment report, comme on dit chez nous? C'est le 6e par rapport au 5e. Alors, je vais vous simplifier beaucoup, évidemment, mais en trois points. D'abord, on est de plus en plus sûr et de plus en plus capable de quantifier les impacts régionaux en termes de température, de précipitation, mais aussi d'événements extrêmes. Donc, on a une résolution de plus en plus fine spatialement, ce qui est important, évidemment, pour les régions. Oui, la connaissance du phénomène, des phénomènes. La connaissance et la façon dont il se décline à l'échelle régionale est vraiment de mieux en mieux cernée. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on pourrait appeler une meilleure résolution spatiale. Mais on a beaucoup progressé aussi entre ces 6 ans, ces 2 rapports du GIEC, sur l'aspect temporel, c'est-à-dire être capable de savoir dire à quel processus physique sont liés les événements extrêmes, et d'être capable de décorréler, si vous voulez, des événements naturels qui peuvent conduire à des événements extrêmes avec ou sans la présence de l'homme, avec les événements extrêmes qu'on voit aujourd'hui, dont j'y reviendrai, qui sont liés pour beaucoup d'entre eux à la présence de l'homme. Éric Ramstein, ce que vous expliquez, c'est qu'en définitive, le climat a ses propres variations, mais qu'on pousse avec notre activité humaine, on pousse encore plus loin les changements climatiques? Oui, c'est exactement ça. Alors, je termine la réponse à la première question parce que c'est important. Je vous en prie. Ce que vous avez proposé, là, il y a donc d'une part une meilleure résolution spatiale, d'autre part une meilleure résolution temporelle sur les extrêmes, et enfin une meilleure compréhension du système global, en particulier de la relation entre aérosols et gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les aérosols? Excusez-moi pour ceux qui nous écoutent. C'est important. C'est important de comprendre bien ça. Au-dessus des grandes villes, on a pas mal de pollution et pas mal d'aérosols soufrés. Or, ces aérosols dans l'atmosphère, ils ont tendance à prendre la lumière du soleil et à la relancer dans l'atmosphère. À la réfracter, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Merci, c'est le mot que je cherchais. Ils ont tendance à réfracter cette lumière. Et du coup, ils ont un effet essentiellement sur les villes de refroidissement. Et maintenant, grâce à la chimie de ces modèles, on prend de mieux en mieux en compte l'impact de ces aérosols du point de vue radiatif, c'est-à-dire le budget thermique qu'ils ont, et donc on peut mieux coupler à la fois la pollution et l'augmentation des gaz à effet de serre. Bien. On va voir avec vous s'il y a des gestes, des solutions, parce que évidemment vous avez cette vision du scientifique. Avec nous également au téléphone ce matin, Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, vous entendez, vous avez été évidemment, comme nous tous, mais peut-être plus que nous tous, impacté par ce rapport du GIEC, mais vous voyez les choses venir depuis longtemps. Est-ce que l'homme politique est plus impacté que le militant écologiste aujourd'hui dans votre vie de tous les jours?
Dans notre vie de tous les jours, je suis comme tout le monde. Là où il y a 20 ans, c'était assez théorique pour nous, on avait du mal à palper, c'était les scientifiques qui nous disaient quelque chose et on voyait les conséquences au Bangladesh ou ailleurs, ça nous semblait loin. Maintenant, nous voyons cela. J'étais hier dans l'Aude sur des zones d'incendie, on a vécu les inondations dans la Roya, en Allemagne récemment, les dômes de chaleur en Grèce, partout. Sécheresse, inondations, fonte des glaciers pour moi qui suis montagnard. Maintenant, voilà, depuis une quinzaine d'années, c'est perceptible, humainement perceptible, y compris en France, et ça joue beaucoup pour le décideur public que je suis, puisque en fait, il nous faut arriver au pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre des solutions, là où les générations de politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui l'ont été, finalement laissent ça de côté et proposent des solutions qui sont irréalistes, puisque continuant le modèle qui a conduit à ce réchauffement. Oui, mais Éric Piolle, on comprend que ça fait 25 ans ou 30 ans que, évidemment, vous militez pour une prise de conscience de la population, simplement de l'impact sur l'environnement. J'ai regardé l'interview de Nicolas Hulot auprès d'Apolline Malherbe, notre consoeur. Il est extrêmement pessimiste et désabusé. Il dit, ça fait 30 ans qu'on dit, mais il faut attendre que tout brûle ou tout s'inonde pour que les gens prennent conscience. Vous avez le même sentiment ? Non, parce que je suis dans l'action. Donc évidemment, le passé est le passé. Ça fait 50 ans qu'on a eu le rapport de Rome, du Club de Rome, nous disant qu'une croissance infinie dans un monde fini, ça ne peut pas marcher, et que notre nouvelle liberté humaine, c'est l'expérience de notre capacité à gérer notre propre puissance. Les humains sont devenus très puissants, ils dérèglent le climat, et en fait, nous avons un chemin humaniste que je propose là pour la présidentielle, un chemin humaniste qui est d'expérimenter le fait qu'on peut contenir cette puissance et on peut retrouver une façon de vivre au quotidien qui respecte notre diversité, nos aspirations les plus profondes et qui font qu'on s'alimente, on se déplace, on se loge en respectant notre environnement, c'est-à-dire en nous respectant nous-mêmes. En déficit, vous êtes sur la même ligne que Nicolas Hulot qui dit que c'est plus un combat sociétal et social que seulement environnemental. Oui, bien sûr, parce que nous voyons aussi, c'est ce qu'a montré le rapport d'Oxfam, l'ONG, l'automne dernier, qu'il y a des inégalités sociales extrêmement fortes dans ces pollutions. Qui sont accrues par ces phénomènes. Oui, les conséquences et puis les sources, puisque les 10% en France les plus fortunés émettent 4 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les moins favorisés. Mais on peut ramener ça à l'échelle de la planète, monsieur le maire ? Oui, c'est encore pire, puisqu'à l'échelle de la planète, les 1% les plus riches, dont l'essentiel des Français font partie, émettent 30 fois plus que la moitié de l'humanité. Donc évidemment, nous devons à la fois tarir cette source de gaz à effet de serre, c'est-à-dire cette logique de prédation et d'exploitation de la Terre et des humains, c'est les mêmes logiques qui exploitent la Terre et les humains, et transformer nos modes de vie en respectant et en conditionnant notre liberté à cette volonté de vivre plus en égalité et plus en humanité. Gilles Ramstein, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On a du mal à comprendre, pour ceux qui nous écoutent, on dit réchauffement climatique et en même temps on n'a jamais eu un été aussi froid chez nous en France, aussi froid et aussi pluvieux. C'est même incroyable. Vous pouvez nous rappeler quel est le phénomène en fait qui conduit à des chaleurs extrêmes et peut-être des froids extrêmes à des saisons où on ne l'attend pas ? Non, mais alors, attendez, on n'a jamais eu des temps aussi froids l'été, ça c'est pas tout à fait vrai, on n'a pas des records de froid cette année, on est par rapport à la rampe sur laquelle on est. Parlons des pluies alors. Non, mais attendez, sur 30 ans, si vous voulez, on est sur une rampe de chaud. Et sur cette rampe de chaud, c'est-à-dire que chaque année, globalement, il fait plus chaud. Alors après, vous avez sur ça, évidemment, et heureusement pour nous, sinon le climat serait horriblement embêtant. Il y a une variabilité climatique d'une année à l'autre. Et les gens, je pense, au sud comme au nord, se sont rendus compte, puisqu'ils étaient confinés pour beaucoup d'entre eux, que effectivement, le temps de cette année était globalement beaucoup moins bon que le temps de l'année dernière. Et ça, heureusement, il y a une variabilité naturelle. Vous pensez que c'est un bienfait, donc d'une certaine manière, qu'il pleuve et qu'il fasse moins chaud? Non, je pense pas forcément que c'est un bienfait, mais je pense que c'est une bonne façon de se rendre compte qu'au-dessus de la rampe qui est chaude et qui est vraiment liée à l'homme et au fait qu'on brûle les combustibles fossiles, il y a quand même cette variabilité climatique
qui fait que chaque année ne ressemble pas à la précédente. Oui. Il n'empêche que, si vous voulez, on est en 2021, les 10 années les plus chaudes sont quasiment les 10 dernières années. Oui. On verra au niveau global ce que ça donnera à la fin de l'année pour cette année. Et sur cette rampe, ce que je veux surtout expliquer aux gens du Sud, c'est que sur cette rampe de chaud se dressent des canicules, comme avant, si vous voulez. Et comme on est sur une rampe chaude, c'est pour ça qu'on bat des records de température. Et pour les précipitations, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, comme il fait en général, il y a plus d'inondations au nord de la Loire et plus de précipitations, on a plus d'inondations. Et par exemple, pour les événements cénols, c'est très clair. Il y a des événements extrêmes pour lesquels... Bien sûr, on en a parlé avec les pompiers du Gard il n'y a pas si longtemps dans l'émission. Pour autant, il y a là une corrélation entre entre la chaleur qui monte et les précipitations sur des zones tempérées. Ah, on a perdu Gilles Ramstein. Monsieur Piolle, je vous rappelle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, vous entendiez ce que disait Gilles Ramstein. En fait, de plus en plus chaud, ça se sent même en montagne, je dirais presque surtout en montagne, puisque vous êtes, vous, en zone montagneuse. Oui, ça va 2 fois plus vite en montagne. Donc nous voyons aujourd'hui notamment la haute montagne à plus de 3000 qui fond et donc avec des morceaux, des pans de montagne qui s'effondrent. Nous avons vécu ça de façon très cruelle récemment puisque la voie normale de la Meije, qui est un des sommets mythiques le dernier qui a été conquis, s'est effondré et on a dû renvoyer une expédition, recréer comme au 19e siècle une voie normale. Mais ce que je veux dire, c'est que là nous avons en fait une nouvelle génération de décideurs publics qui doivent arriver au pouvoir pour mettre en œuvre les actions concrètes, là, qui nous feront reprendre confiance dans notre capacité à agir face au climat. Parce que nous ne pouvons pas juste dire que tiens, non, on n'est pas en capacité de changer suffisamment vite, parce que ne pas changer, en pratique, a des conséquences extrêmement fortes qui nous imposeront des changements violents. Donc, cherchons ces changements-là qui sont aujourd'hui pour notre vie quotidienne, pour le monde rural. On va essayer. Voilà, et pour les quartiers populaires, pour tout ça, c'est ces propositions-là que nous faisons dans cette année qui va être avec un énorme enjeu puisqu'il y a la présidentielle et que le Haut Conseil pour le climat a dit, exprimé en juin que Emmanuel Macron allait 2 fois trop lentement pour adresser le climat. Nous y voilà. Et moins vite en plus que les autres pays européens. Restez avec nous, on va tourner une petite page de pub et on va se poser les questions de savoir si nos gestes suffisent ou si on a besoin que les pouvoirs publics et les hommes politiques s'en mêlent un peu. À tout de suite. RO2T qui se pose la question du climat suite au rapport du GIEC. Alors on a un peu reformulé puisque Gilles Ramstein, qui est avec nous, le directeur de recherche CEA au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, nous disait c'est pas sauver le climat qui compte, c'est sauver l'humanité avec le climat qui change. Voilà. Alors, mais pour nous, ça a le même sens tout de même. Également avec nous en ligne, vous l'entendiez à l'instant, Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, qui est également candidat à la primaire écologiste pour les futures élections présidentielles. Monsieur le maire, à l'instant, vous disiez il va falloir changer de comportement. Est-ce que après 2 ans de Covid, où les gens ont déjà eu l'impression que les pouvoirs publics prenaient le pas sur leurs propres décisions, et on le voit en ce moment avec l'instauration du pass sanitaire dans beaucoup d'endroits, est-ce que ça va être facile de leur dire on va prendre des mesures gouvernementales, on va avoir un programme dans ce sens? Oui, parce que ces mesures, normalement, doivent améliorer nos conditions de vie. C'est que isoler les logements, jusqu'à présent, c'était pour économiser de l'énergie l'hiver, mais c'est aussi pour se protéger de la chaleur l'été. Retrouver une alimentation de proximité et de qualité, c'est un enjeu fort, puisque la moitié de nos agriculteurs, nos paysans, vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. C'est un enjeu pour notre santé publique, c'est un enjeu pour, évidemment, les conséquences des pesticides, c'est un enjeu pour l'obésité, qui est aussi une maladie sociale. Voilà. Et notre façon de nous déplacer, c'est 30% de nos gaz à effet de serre. Là aussi, on voit que ça peut changer notre vie. Oui, mais monsieur le maire, excusez-moi, mais le vivre mieux, c'est important et c'est un beau programme et faire vivre mieux notre planète, mais vous n'avez pas peur que certains le prennent comme une privation de liberté supplémentaire, parce que avant d'impacter favorablement le climat et la planète, ça va impacter un petit peu nos vies, parce que ce sont des petits efforts à faire supplémentaires.
D'abord, il faut redire que le gros des efforts doivent être faits par la puissance publique. Les petits gestes du quotidien sont importants, évidemment. Économiser l'eau, les matières premières, se déplacer autrement. Mais rappelons-nous que le gros de l'effort est à faire par les politiques publiques, par la structuration, remettre des marchandises sur le rail. C'est pas une affaire pour vous et moi en tant que citoyens. C'est une affaire de décideurs publics. Transformer l'alimentation et ne plus subventionner de l'agriculture intensive qui est nuisible pour la condition animale, qui pollue les sols, c'est une décision de politique publique. C'est pas pour vous et moi. Donc les gros enjeux, développer des énergies renouvelables. Rappelons-nous que le président de la République avait fixé un objectif dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. L'atteinte de l'objectif, c'est entre 7 et 15%. Donc ils ne mettent même pas en œuvre ce qu'ils se sont donné eux-mêmes comme objectif. Ça nécessite donc un vrai choix de société en 2022. Mais quand vous dites un vrai choix de société, là encore, je reprends les mots de Nicolas Hulot. Il dit la racine est la racine du mal, du mal climatique, est un modèle économique qui détruit, épuise et ne partage pas. Donc ça veut dire changement de paradigme total, changement de société. On ne peut plus vivre dans un monde libéral où l'économie est en première ligne. L'économie doit être à notre service. Donc, moi, j'ai été travailler dans l'industrie pendant 18 ans. Donc, je suis un acteur industriel et c'est mon cursus. Je suis ingénieur de formation. L'économie est à notre service. Elle doit être là pour garantir des sécurités du quotidien et aussi pour chérir les biens communs qui nous protègent. Et puis, accessoirement, et plus qu'accessoirement, donner du sens à ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on soit heureux de se lever le matin pour aller travailler. Donc, c'est ça, évidemment, l'enjeu fort. Et effectivement, un système où on a de plus en plus de millionnaires en France, particulièrement en France, ça s'accentue en France, et de plus en plus de profits qui vont aux actionnaires, on voit que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait ça entraîne cette spéculation qui détruit l'environnement et qui met sous cloche nos capacités à vivre en fraternité. Clairement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est on ne peut pas être de droite et écologiste. Bon, malheureusement, vous savez que c'est pas juste une question d'être de droite ou de gauche. La question, c'est aujourd'hui, je vois énormément de gens bouger, qui peuvent avoir une culture ni de droite ni de gauche, c'est quand même la moitié de la population française, ou qui pouvaient avoir une culture ancienne de droite, mais qui bougent parce qu'ils voient la violence et puis qu'ils voient aussi que pour leurs propres enfants, ils sont dans l'incapacité d'assurer une vie digne à leurs enfants. Ça fait bouger aussi. Moi, j'ai 4 enfants. C'est sûr qu'on se pose des questions de comment ils vont vivre. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est même pas une question d'être de droite ou de gauche. Là, c'est les 1% qui s'enrichissent. C'est vraiment une question de prédation d'un système qui a nourri cela depuis 40 ans. Nous sommes en capacité, c'est une décision humaine, de changer cela. Et pour ça, il faut aussi que cette implication qu'on a vue autour des mouvements MeToo, l'égalité femmes-hommes, change aussi les pratiques climatiques, démarche climat et de ces mouvements de jeunesse. Il faut que ça se traduise politiquement, c'est notre responsabilité. Et justement, Éric Piolle, vous êtes candidat à la primaire pour le parti Europe Écologie Les Verts. Mais quel est le rapport, au fond, entre l'écologie et l'Union européenne ? Parce que l'Union européenne, ça promeut quand même beaucoup de règles libérales qui favorisent d'énormes échanges avec des avions, des cargos, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec le produit local, l'Union européenne. Quoi, simplement. Vous savez, l'Union européenne, on l'a vu là, lors du plan des 750 milliards, où on a commencé à voir une inflexion et le soutien à des projets environnementaux. Nous voyons aussi récemment, là, la France a été condamnée pour non-action sur la pollution de l'air. C'est aussi suite à une action de l'Union européenne. Donc l'Union européenne n'est pas nuisible par définition. Et aujourd'hui, ce qui est montré aussi dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est que la France va 2 fois moins vite que les autres pays d'Europe. Ça veut dire que, en pratique, ça n'est pas un frein à l'action, même si, évidemment, tout le monde déplore que l'Union européenne, qui a quand même fait la paix en Europe, ait entraîné et accompagné, voire poussé ce modèle néolibéral. Nous devons changer cela, mais je crois que l'ensemble des habitants de l'Europe sont de plus en plus conscients et ont de plus en plus envie de changer cela. L'Europe et le monde, on espère également. Gilles Rafstein, dont je rappelle que vous êtes chercheur sur les sciences du climat et de l'environnement.
remettons les choses au clair. Vous disiez tout à l'heure en préliminaire, le climat, on ne peut pas le sauver. Le climat a ses propres aléas, ses propres variations. On ne fait malheureusement qu'accélérer par l'action humaine cette variation du climat et ce dérèglement. Pour autant, si on a les gestes vertueux, si les pouvoirs publics, comme Éric Piolle nous le disait à l'instant, s'en occupent, encadrent les choses, est-ce qu'on peut le ralentir ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, une chose très importante du rapport du GIEC qui est sorti hier, c'est de montrer, et il y a un rapport spécial d'ailleurs sur ce que donnerait une Terre à 1,5 degré par rapport à 2 degrés, c'est de montrer que chaque dixième de degré compte. Bon, donc je vais vous donner un exemple un peu figuratif, c'est que si vous allez trop loin, si vous êtes sur une pente qui est trop rapide, la capacité d'adaptation, on entend bien, ne sera pas possible. C'est comme un élastique, si vous tirez trop fort, ça va casser. Donc on a tout intérêt, si vous voulez, pour pas être dans une situation où on ne pourra pas s'adapter, on a tout intérêt à atténuer aujourd'hui le réchauffement climatique, c'est-à-dire atténuer l'émission des gaz à effet de serre. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. Bon, il y a eu le problème du trou d'ozone. Pour le trou d'ozone, on a trouvé la solution, on l'a appliquée. Il se trouve malheureusement que pour le problème du réchauffement climatique, ça touche le CO2, qui est le nerf de la guerre. Et on n'a pas réellement de plan B. Il n'empêche qu'une chose est sûre, c'est un peu comme quand vous traversez une écluse, si vous voulez. Vous aurez beau tourner le volant à fond quand vous serez devant l'écluse, vous ne passerez pas. Oui, quand on est à fond, on est à fond, quoi. On ne peut pas appeler à plus qu'à fond, quoi. C'est ça que vous dites. Voilà, quand on est à fond. Et donc là, il va s'agir de réfléchir. Et c'est pas une question facile, c'est vraiment une question pour laquelle on a besoin de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que les scientifiques lancent leur alerte depuis 40 ans. Je pense que le corps social est de plus en plus cultivé sur ces questions, qui fait pression sur le corps politique. Oui. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et il faut effectivement avancer vite. C'est-à-dire, comme Éric Piolle l'a dit à plusieurs reprises, par le haut, si vous voulez, le Haut Conseil pour le climat, effectivement, montre du doigt la politique française en disant qu'elle n'est pas assez rapide. Et par le bas, les 150 citoyens qui ont été choisis, qui ont donné 150 mesures, bon, ils n'ont pas vu beaucoup de leurs mesures passer dans les faits. Oui, mais Gilles Ramstein, excusez-moi, mais est-ce que nos petits gestes ont un sens aujourd'hui ? On sent bien que c'est une mutation de la société humaine, du monde entier qui doit avoir lieu. Donc on se doute bien que c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre des mesures. Est-ce que nos petits gestes ont encore un sens de couper le robinet quand on se lave les dents, de baisser d'1 degré nos chauffages ? Est-ce que... Oui, ça impacte aussi. Non, du point de vue énergétique, très peu. Par contre, du point de vue symbolique, c'est super important. Parce que je pense que si vous voulez, même si c'est des petits gestes, et il faut bien être au courant que ces petits gestes ne sauveront pas la planète, loin de là, mais par contre, ils montrent que vous êtes en mouvement, que vous avez compris et que vous intégrez ça dans votre propre vie. Et que vous l'approuvez, en quelque sorte. Vous approuvez les mesures qui seront prises au niveau étatique. Si vous voulez, c'est très clair, c'est que il faut bien comprendre que ces petits gestes ne nous sauveront pas, qui sont de l'ordre du symbole, et que le symbole, c'est important. Mais après, comme Éric Piolle l'a dit, le problème, c'est un problème d'État, de région et de prise en compte. Moi, j'y tiens beaucoup à dire ça, c'est-à-dire d'appropriation par les citoyens des problèmes. Et surtout, quand vous pensez que les jeunes qui ont 20 ans en 2020, qui ont connu le Covid, quand ils seront à l'âge mûr, à 40 ans, ils auront des problèmes climatiques extrêmement rudes. Vous disiez à Éric Piolle, est-ce que le gouvernement pourra faire passer des mesures supplémentaires au Covid qui seront mal vécues ? Mais ces mesures dont on parle ne sont pas forcément la mort du petit cheval. Il y a plein de choses qui sont relativement enthousiasmantes et qu'on peut faire passer comme enthousiasmantes. Ça veut dire ouvrir de nouveaux chantiers pour les transports, permettre une meilleure isolation, revenir à une gestion des cantines plus locales. Tout ça, c'est pas forcément vécu comme quelque chose. Mais tout ça a un coût, bien sûr. Oui, bien sûr, tout ça a un coût. Mais après, il faut intégrer le coût, si vous voulez. Parce que si on continue comme ça, les extrêmes climatiques vont coûter de plus en plus cher. Et donc, à un moment donné, il sera plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose. Des dégradations coûteront plus cher que les projets. Voilà, c'est ce que vous dites. Éric Piolle, monsieur le maire, il y a eu un recours devant le Conseil d'État instauré en tout cas demandé par la commune de Grande-Synthe, qui est la banlieue de Dunkerque, en raison de risques d'inondation liés à la montée des eaux de la mer. Le Conseil d'État donne 9 mois au gouvernement pour prendre des mesures radicales pour le climat. Ça va tomber
en pleine campagne électorale de la présidentielle. C'est une autre façon pour l'écologie de s'inviter au débat. Oui, d'ailleurs, Grenoble, il y avait 3 communes qui ont fait ce recours, Grande-Synthe, qui était le fer de lance, Paris et Grenoble. Et donc nous sommes impliqués là-dedans. Pourquoi ? Parce que la justice ces dernières années était une justice qui avançait en faveur des multinationales. Vous avez vu que dans les traités qui ont été approuvés par Emmanuel Macron sur le CETA, le TAFTA, etc., les traités de libre-échange internationaux, ils donnent le droit aux multinationales d'attaquer les États si les décisions prises par les États nuisent à leur profit, ce qui est absolument incroyable. Et donc là, nous poussons une justice qui soit en faveur du climat, et c'est ce qu'a fait le Conseil d'État là, comme il nous a donné également raison il y a la semaine dernière sur les pesticides, comme il a donné également raison à l'Union européenne sur la pollution de l'air. Et donc cette justice qui se met en œuvre pour dire, en fait, c'est une question de justice de prendre en compte le facteur climatique, c'est important. Mais quel est le poids réel du Conseil d'État quand il dit il y a 9 mois pour mettre en place des mesures radicales? Après, il mettra des amendes, comme il vient de le faire pour la pollution de l'air. L'État a été condamné à payer 10 millions d'euros à différents organismes qui protègent la qualité de l'air ou qui agissent en faveur de la qualité de l'air. Et donc, l'État, petit à petit, ça va être une question. Le coût de l'inaction va devenir de plus en plus intenable. Il est objectivement intenable et il va devenir intenable pour les gouvernements. Donc on l'a vu également aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais a été condamné pour cela. Et donc ça facilite changer la culture des citoyens, changer les votes et cette justice climatique nous amène petit à petit à prendre les décisions qui s'imposent. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit notre intervenant scientifique pour dire que effectivement ça n'est pas sombre ce qui nous attend. C'est-à-dire que nous pouvons transformer nos problèmes en emploi. Je présenterai la semaine prochaine un plan de sécurisation du changement sur comment transformer nos problèmes en emploi. Et vous savez que nous avons un taux de chômage absolument colossal, plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. C'est aussi l'opportunité d'avoir plus d'utilité sociale pour chacun de nous et que ces 6 millions de chômeurs trouvent un emploi dans quelque chose qui est utile à la société. Donc c'est plutôt, moi je trouve, enthousiasmant comme projet de société de relever ce défi. Monsieur Piolle, excusez-moi de vous le dire, mais ça fait 30 ans qu'on attend que la proposition écologiste soit enthousiasmante au moment des élections. Comment réaliser aussi ce changement ? Écoutez, c'est un changement de culture. C'est vrai que les écologistes politiques, dans leur histoire, étaient plutôt des lanceurs d'alerte et des contre-pouvoirs. Depuis la campagne extraordinaire de René Dumont et ce geste symbolique avec ce verre d'eau, c'était plutôt des contre-pouvoirs. De nouvelles générations sont arrivées, comme moi en 2014 à Grenoble. Nous avons gagné à Grenoble. Nous avons été réélus également, reconnus par la Commission européenne qui nous a choisis pour être capitale verte de l'Europe. Et donc, ça montre aussi que la culture de nouveaux entrants comme moi, j'étais pas engagé en politique avant 2010, donc c'est tardif. Je ne suis pas écologiste de toujours, mais que des nouvelles générations maintenant vocation tardive. Voilà, qui maintenant disent ok, en fait on y va non plus pour envoyer un signal, celui-là il est envoyé par les scientifiques, mais pour exercer le pouvoir et faire ce qui doit être fait et le faire avec enthousiasme. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre réponse. Merci à Gilles Ramstein, directeur de recherche au CEA des sciences du climat et de l'environnement. Écoutez, j'espère que cette fleur un peu de sauvegarde de la planète et de protection du climat va fleurir dans les cœurs de chacun, pour que chacun puisse réaliser les bons gestes. On a vu que ce n'est pas le climat qu'il faut sauver, c'est évidemment l'humanité avec le changement climatique. Allez,